La première chose que je ferais si je recommençais de zéro, je pense, c'est essayer d'accepter un peu plus que la crypto, c'est d'abord un type d'investissement avant d'être une technologie. Il y a beaucoup de gens, quand ils commencent la crypto, ils sont guidés, je trouve, d'une mauvaise façon. On leur dit, va étudier la technologie, va comprendre Bitcoin, va étudier le consensus d'Ethereum, va comprendre la proof of stake, la proof of work, ce que c'est qu'un nœud, etc. Ça, c'est la technologie, c'est la structure, c'est le squelette des crypto-monnaies. C'est hyper intéressant, hein, c'est la technologie, c'est trop cool. Mais 99,999% des gens sont dans la crypto pour investir, c'est-à-dire pour rentrer avec de l'argent et pour essayer de sortir avec un peu plus. Et donc en fait, la première chose à faire quand on commence, c'est déjà de se structurer dans une approche d'investisseur. Savoir sécuriser son portefeuille, savoir faire sa répartition, son profil d'investisseur, sa gestion de risque, etc. Parce que si on n'arrive pas à faire ça, ok, on aura compris que Ethereum fonctionne en proof of stake, mais on n'aura pas compris sa prise de profit et on aura perdu de l'argent et on aura très vite oublié qu'Ethereum fonctionne en proof of stake 1 an après s'être cassé des crypto-monnaies et avoir dit à tout le monde que c'était une arnaque. Donc je pense que ouais, c'est la première chose que je ferais parmi maintes et maintes choses si je recommençais la crypto de zéro. Bienvenue sur ce podcast qui s'appelle Investia, podcast finance et investissement, un petit peu plus orienté crypto pendant cette saison, puisqu'on est dans une saison haussière pour les crypto-monnaies. J'espère que vous allez très bien. L'idée de ce podcast, c'est de discuter, de prendre un petit peu plus le temps sur des notions, sur des sujets. Désolé, je suis un petit peu malade, donc je m'excuse pour cette voix nasillarde. C'est un petit peu compliqué en ce moment. Vivement les vacances, vivement le ski. Parce que là, on est très actifs sur YouTube. Donc c'est trop cool. Merci beaucoup pour vos retours. Bienvenue si vous êtes là pour la première fois ou l'une des premières fois sur le podcast. D'ailleurs, les potes, abonnez-vous à cette chaîne. C'est pas parce que c'est la deuxième chaîne que il faut pas vous abonner. On fait à peu près 10 000 écoutes par podcast sur la chaîne YouTube et j'ai 14 000 abonnés. Donc je vous soupçonne certains de ne pas être abonnés. Prenez juste le temps, cliquez. Moi je suis content, vous ça change rien à votre vie. Vous voyez juste les vidéos un petit peu plus vite et tout le monde est content. Donc ça c'est la première chose si je recommence à la crypto à zéro. C'est que en fait je pense que c'est assez confortable de conseiller à quelqu'un d'aller se renseigner sur la technologie parce que on se mouille pas en faisant ça. Un débutant qui va vers moi, qui me dit je vais arriver en crypto, tu lui dis ok, vas-y, comprends déjà comment fonctionne Bitcoin, comprends ça. Et en fait, en disant ça, déjà, je parais intelligent, et en plus, je l'oriente vers quelque chose de safe. Il va comprendre que Bitcoin fonctionne en proof of work, qu'il y a des mineurs qui prennent des transactions dans une grande pool pour essayer de les assembler dans un bloc, c'est intéressant. Et j'ai une approche, j'ai l'air intelligent. Sauf que, en vrai, non. La crypto est un actif d'investissement jusqu'à preuve du contraire. La crypto est là pour qu'on investisse dessus jusqu'à ce que peut-être un jour il y aura une initiative blockchain qui viendra être utilisée pour quelque chose au-delà de l'investissement. Mais pour l'instant, c'est, j'allais dire quasiment pas le cas, mais c'est même totalement pas le cas. Donc, si j'étais débutant et si je commencerais, je laisserais déjà de côté ces notions-là de technologie, de consensus, etc. pour au début me structurer. Comment je sécurise mon portefeuille crypto? Comment je le répartis entre les différentes crypto-monnaies en termes de profondeur, de volume, de capitalisation? Ça, c'est des mots qu'il faut réussir à comprendre. C'est ça, structurer son approche d'investisseur. Ensuite, je créerai mon profil d'investisseur. Quel est mon plan? Quels sont mes buts? Quel est mon objectif? Ça permet aussi d'avoir une vision un peu plus long terme de ce qu'on fait, une compréhension de ce qu'on fait. Ma gestion des risques. Ok. Est-ce que je suis conscient de ce qui se passe? Est-ce que je peux perdre? Etc. Accepter que la crypto est d'abord un type d'investissement avant d'être une technologie. Ensuite, la deuxième chose que je ferais, c'est un truc que j'ai réfléchi la dernière fois en promenant mon chien. Je me suis dit, mais en fait, quand on arrive dans un nouveau domaine assez technique, on est genre face à un flux énorme de connaissances. C'est comme si tu rentres dans une bibliothèque et t'es là genre, ok, mais il y a tous les livres que je dois lire. Par où je commence? Est-ce que je commence par un livre random? Est-ce que je prends plein de livres random sur différentes étagères, sur différents sujets? Ou alors est-ce que je prends un sujet que je ponce et après, une fois que j'ai tout lu, je vais sur l'autre sujet, qu'est-ce que je fais? Ça, c'est un peu la sensation qu'on a, je pense, tous eu ou que vous avez peut-être actuellement quand vous rentrez dans les cryptos. C'est « Waouh, mais attends, il y a trop de trucs à comprendre, qu'est-ce que je fais ?» Et en fait, je me suis rendu compte que
l'une des choses les plus faciles à appliquer quand on découvre un nouveau sujet, c'est pas de se mettre un plan d'apprentissage, parce que c'est trop dur. Dans quel rayon on va de la bibliothèque? C'est juste du random. Par contre, un truc qui est largement faisable, c'est de se mettre une liste de choses, une liste de règles à appliquer en toutes circonstances. Par exemple, je commence le tennis. Ok. Je connais rien au tennis, je connais juste le fait qu'il y ait un coup droit, un revers, un service et une volée. Ok. Et un smash. Et bien ce que je peux me dire, c'est ok, je ne ferai pas d'entraînement où je ferai que des coups droits. C'est parce que c'est tentant. Le coup droit, c'est le truc qu'on maîtrise de plus en plus. Donc, y a plein de mecs à l'entraînement qui ont des très bons coups droits, mais qui ont 0 revers, tout simplement parce qu'ils sont à l'aise avec le coup droit, ils font que ça. Donc, c'est pas je vais travailler mon coup droit ou je vais travailler mon revers, c'est ok, je ne ferai pas que du coup droit dans mon entraînement. Ensuite, le service. Pareil, le service, c'est un coup hyper important qui est très dur. Ok, je ferai au moins 50 services par entraînement. Deuxième règle. Ça veut pas dire que je vais travailler mon slice en service, mon fouetté, mon geste d'épaule, mon jeu de jambes. Non, parce que ça c'est trop dur. Ça c'est un rayon de la bibliothèque. Ça veut dire que je me mets une règle. Ok. Et en fait, si j'ai un ensemble de règles suffisant, je me crée un cadre pour être sûr d'évoluer dans mon secteur et après de pouvoir affiner. Parce que quand on connaît pas le sujet, et là je reviens sur le sujet des crypto-monnaies, quand on ne connaît pas le sujet, on n'a pas justement la connaissance nécessaire pour savoir où est-ce qu'on doit commencer parce qu'on ne sait pas. Et c'est tout à fait normal. Si demain j'apprenais, je sais pas, l'astronomie, bah, je saurais pas par où commencer. Est-ce que j'apprends les étoiles? Enfin, je sais même pas en fait ce qu'il y a dans l'astronomie. Donc je pourrais me mettre un cadre, essayer de décortiquer ce qu'il y a, ok, essayer de remplir et de passer 1 heure là-dedans, 1 heure là-dedans, 1 heure là-dedans tous les jours. Et c'est ce que je ferais si je commençais maintenant la crypto-monnaie, c'est-à-dire me mettre une liste de règles à appliquer en toutes circonstances. Ces règles, ça serait quoi? J'en ai noté 1, 2, 3, 4, 5, qui je pense sont les 5 règles principales que personnellement je m'appliquerais si je recommençais, si j'étais débutant. Il y en a plein d'autres, mais je pense que c'est beaucoup, beaucoup plus facile d'utiliser ces règles pour après pouvoir naviguer dans la ligne restante. Vous voyez ce que je veux dire? C'est on se crée une route et on reste sur la route. S'il n'y a pas de route, on va aller sur le chemin. Je sais pas si vous faites du trail. Des fois, tu peux aller à droite, à gauche, sur des chemins dans la forêt et tout. Il y a des petites bifurcations, mais le chemin, il est tracé. S'il n'y a pas de chemin qui est tracé, on va aller à des endroits tout à fait random. Première règle, 60% de mon portefeuille uniquement en Bitcoin. Ça, je sais que personne ne suit ça. C'est marrant parce que en crypto, j'ai vu un pattern qui est très récurrent, c'est quand je commence et que je suis tout débutant, j'accepte cette règle, donc j'ai une grosse partie de mon portefeuille en Bitcoin. Par contre, quand je commence à avoir quelques connaissances, je me rends compte que, ok, il n'y a pas que Bitcoin, il y a aussi les autres crypto-monnaies qui peuvent me rapporter plus. Donc j'ai beaucoup moins de mon crypto-monnaie, de mon portefeuille, en Bitcoin et beaucoup plus dans d'autres crypto-monnaies. Et par contre, quand vous avez un niveau bien supérieur, et les gens qui ont beaucoup d'expérience vont le dire, ils reviennent sur 60% de mon portefeuille en Bitcoin ou alors une grosse partie en Bitcoin. Vous savez, c'est cette courbe de Gauss, là, comme ça, qui est sur le côté avec le même, là, je pense qu'il y en a certains qui l'ont. C'est exactement ça pour le portefeuille en Bitcoin. Ayez une partie de votre portefeuille en Bitcoin. Oui, vous allez peut-être avoir des meilleurs rendements avec certains altcoins, mais vous allez aussi très certainement perdre une grande partie des rendements que vous allez faire. Avec Bitcoin, vous êtes sûr que depuis l'existence de Bitcoin, donc depuis 16-17 ans, Bitcoin, vous investissez dans Bitcoin peu importe quand, vous attendez 4 ans, vous êtes sûr d'être en profit. Ce n'est pas du tout le cas des altcoins. Deuxième règle, récupérer ma mise de départ dès que je fais x2. Dès que je fais x2, que ça soit dans un investissement cloisonné, par exemple dans une crypto-monnaie dans laquelle j'investis ou alors sur mon portefeuille global, dès que je fais x2, je récupère ma mise d'investissement. Ça me permet de jouer uniquement avec l'argent de la table. Et encore une fois, il y a très peu de gens qui le font, mais le confort mental que ça amène, surtout si vous avez un portefeuille, pas forcément gros, mais en tout cas où vous avez une implication émotionnelle. Si je gagne 10 000 euros par mois et que j'ai 200 euros en crypto, bah oui, je comprends qu'on puisse se dire, ok, mais mes 100 euros, je m'en fous. Tout dépend de son implication émotionnelle. De toute façon, les stratégies en crypto, c'est très, très, très personnel. Mais je pense que l'une des règles que je m'appliquerai en toutes circonstances, que je n'ai pas fait, et j'en ai payé les frais, croyez-moi, c'est de récupérer ma mise de départ
dès que je fais un x2. Règle numéro 3, ne pas investir dans des altcoins qui ont moins de 100 millions de market cap. On est très vite tenté de descendre dans la courbe du risque en crypto. On découvre Bitcoin, Ethereum, une plus petite crypto qui peut faire des plus gros rendements, encore une plus petite crypto, j'ai tout perdu. Parce que je suis allé sur une trop petite crypto et que forcément une crypto-monnaie à 100 millions de market cap va être un bateau beaucoup plus facile à faire tanguer, voire à renverser, qu'une grosse crypto-monnaie qui est un gros paquebot où si on rajoute du poids, ça va pas énormément faire bouger les choses. Donc ça serait ma règle, ne jamais investir dans des altcoins qui ont moins de 100 millions de market cap. Encore une fois, oui, vous allez peut-être faire des gains, mais vous n'allez pas savoir quand vendre, et les fluctuations sont trop grandes pour vous. Je dis pour vous, mais c'est pour moi d'il y a 3 ans. Donc pour vous, si vous êtes similaire au pour moi d'il y a 3 ans. Et donc vous avez pas d'intérêt à aller dans cette notion parce que vous allez perdre de l'argent. Parce qu'en fait, il faut pas croire que c'est pas parce que ça va monter que vous allez gagner de l'argent. Vous gagnez de l'argent quand ça monte et quand vous prenez des profits. Sauf que c'est là où c'est très piégeux. C'est que les petites crypto-monnaies, imaginons 50 millions de market cap, elle fait x2. Normalement, vous avez fait x2, vous remboursez votre mise de départ parce que c'est la règle numéro 2 et vous vous cassez. Sauf que vu que c'est une petite crypto-monnaie, elle fait x2, vous vous dites, elle est maintenant que à 100 millions de market cap. Elle était à 50 millions, elle a fait x2. Et donc, en fait, si je veux qu'elle atteigne le leader du narratif de l'IA, par exemple, elle peut arriver à 2 milliards, donc elle peut encore faire x20. Donc, vous n'allez pas vendre. Et sauf que c'est une petite crypto-monnaie, il va y avoir des très grosses fluctuations, et pour une très grande partie d'entre eux, elles montent et elles redescendent très vite. C'est pour ça que, en fait, quand on n'a pas de connaissances, on n'a pas forcément intérêt d'aller dans ce type d'actifs, parce que même s'ils vont monter, vous n'allez pas gagner d'argent parce que c'est fait pour ça. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est pour ça que c'est très important. Troisième règle, qui est très intéressante là, ne pas viser plus de x10 et tout vendre à x10 maximum. Je vois des débutants qui me disent qu'ils veulent faire x15, x20, x25. Et en fait, à chaque fois, ces estimations, ils ont oublié 2 choses dans leurs estimations. La première chose, c'est qu'ils ne sauront pas gérer mentalement la demande de ce type de multiple. C'est-à-dire que j'ai 10 000 euros, je suis étudiant, j'ai bossé, j'ai mis de côté, c'était l'intérim, c'était chaud. Je vise un x25, ça veut dire que je vise 250 000 euros. Ok. J'ai jamais manipulé 250 000 euros. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que quand je vais être à 120, 150 et qu'il va y avoir un dip, parce que les crypto-monnaies ne font pas que de monter. Quand je vais monter à 150 et que je vais regarder mon portefeuille et je vais me dire, waouh, c'est ouf. Et que le lendemain, je vais redescendre à 110, 90 peut-être. C'est très dur émotionnellement. Parce que les crypto-monnaies montent, descendent pour purger, pour sortir justement les plus faibles. Donc l'application émotionnelle, elle est beaucoup plus haute qu'on ne le croit, et les gens qui visent des multiples, quand ils y sont, quand ils visent x20 et qu'ils sont à x10, ils se rendent pas compte de ce que ça demande. J'avais une deuxième chose que j'ai oublié. Ah oui, la deuxième chose de ça, c'est que quand on est à x20, x25, etc., les estimations en général, quand on est débutant, c'est les estimations maximales. C'est le flux tendu. C'est ici, tout se passe parfaitement. Sauf que tout se passe jamais parfaitement, surtout quand vous êtes débutant. Et donc, la plupart du temps, vous n'allez jamais réussir à mettre ça en place et vous allez peut-être avoir une très bonne stratégie, un très bon multiple, mais vous n'allez pas atteindre votre objectif simplement parce qu'il y a une asymétrie entre vos stratégies et vos objectifs. Si j'ai une stratégie où je vais investir dans Bitcoin, Ethereum et que j'ai un objectif de x10, ma stratégie est bonne, investir dans Bitcoin, Ethereum, je vais avoir une bonne prise de profit, etc. Par contre, je ne la ferai jamais coller à mon objectif parce que mon objectif c'est de faire x10. Et que je ne peux pas de nature avec Bitcoin, Ethereum sur ce cycle. À cause de market cap, c'est trop gros, etc. Et donc ça crée des gros dérèglements. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se font avoir par rapport à ça, c'est qu'ils ont une asymétrie, un dérèglement entre leur stratégie, leurs objectifs. Et c'est très dangereux. Parce que si j'investis dans Bitcoin, dans Ethereum, mais que j'ai un objectif de faire x10, je vais mettre des targets beaucoup trop hautes et je vais me dire, ok, Bitcoin, je ne vends pas, là on est à 90 000, je ne vends pas tant qu'on n'est pas à 900 000. Sauf que 900 000, c'est impossible à aller chercher. Donc, mon plan est mauvais, alors que ma stratégie est bonne. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, faites attention avec ça. Et c'est pour ça que ce que je me dirais, c'est que à partir du moment où on fait x10 maximum, ça peut être x8, ça peut être x5, mais pas plus de x10, je vends. Parce que dans tous les cas, je ne saurais pas gérer. On peut mettre des trailing stop à x10 si on veut, pour ceux qui sont un peu plus expérimentés, mais
Trouvez-moi quelqu'un qui a fait x10 à son premier bull run. Personne. Et c'est pas pour rien. D'accord? Les gens, trouvez-moi quelqu'un qui avait des stratégies de faire x10 à leur premier bull run. Énormément de gens. Trouvez-moi quelqu'un qui a fait x10 à son premier bull run. Personne. Voilà la raison. C'est que c'est trop dur à gérer. Et que les targets sont beaucoup trop hautes. Dernière règle, ne changez ce plan sous aucun prétexte. Là, je commence à les voir arriver. Les gens, quand je fais de l'accompagnement, des fois je fais un petit peu d'accompagnement si jamais ça peut vous intéresser, d'avoir votre stratégie de prise de profit qui est challenger votre portefeuille, etc. Je ne donne pas les crypto-monnaies dans lesquelles investir, évidemment. C'est plus pour challenger un petit peu tout ça. Vous pouvez m'envoyer un petit mail, bref. Quand je fais des accompagnements, là, je commence à le voir. C'est des gens qui ont des stratégies, des paliers de prise de profit, TP1, TP2, TP3. Et quand ils arrivent à leur TP1, là, on commence à arriver au TP1. La première prise de profit, ok, cool, Bitcoin, j'avais dit 95 000. Ils commencent déjà à me dire j'hésite à décaler ma TP1 parce qu'en fait, elle était peut-être un peu trop basse. Et devinez quoi? Quand on va arriver à la TPE, la TP2, elle va être trop basse aussi. Quand on va arriver à la TP3, elle va être trop basse aussi. Et au final, on va tout rater. Pourquoi? Parce que au dernier cycle, Bitcoin a mis 14 semaines avant de monter de 35 000 à 60 000. D'accord? 35 000 $ à 60 000 $, ça a pris 14 semaines. 60 000 $, 35 000 $, ça en a pris 2. 14 semaines, 2 semaines. Et donc forcément, les gens qui ne respectent pas leur plan, ils se sont mangés, ils étaient à 35, on est monté à 40, 45, 50, ils se sont dit mes targets, elles sont trop basses, allez, je monte. On arrive à 60 et on a descendu à 35. Et toutes leurs zones de target, là, ils les ont pas remplies. Donc, ne changez votre plan sous aucun prétexte. Voilà la liste de choses que je me mettrais à appliquer en toutes circonstances si je recommençais les cryptos. 60% de mon portefeuille seulement en Bitcoin, récupérer ma mise de départ dès que je fais x2, ne pas investir dans des altcoins qui ont moins de 100 millions de market cap, ne pas viser plus de x10, tout vendre à x10 maximum, et ne changer ce plan sous aucun prétexte. Et déjà là, avec ça, je vais me mettre une sorte de socle anti-bullshit. C'est beaucoup plus facile de se mettre des règles à respecter que de créer un plan à appliquer. Et maintenant que j'ai tracé le chemin, là on a tracé le chemin, on sait à peu près la route, on sait qu'il faut aller tout là-bas, mais que la route elle va par là-bas. Maintenant, on va pouvoir tranquillement se concentrer sur son apprentissage. L'idée de l'apprentissage en crypto, c'est de se créer une vue d'ensemble. Donc c'est pas tout de suite d'aller plonger dans la tech, dans le proof of stake, dans la compréhension de chaque crypto-monnaie une par une, ok? L'idée, c'est d'avoir une vue globale et après, tranquillement, de faire une sorte de poupée russe, d'en ouvrir une, d'en avoir une plus petite, etc. Déjà, il faut comprendre une chose très 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 importante. D'ailleurs, j'aborde plein de sujets dans les podcasts. Dites-moi dans les commentaires les sujets qui vous intéressent le plus, sur lesquels on pourrait se concentrer et faire un podcast dessus. Parce qu'il y a plein de petits sujets. Et je pense que chaque sujet, à chaque fois, je me dis, putain, on pourra en faire un podcast, etc. Donc, redites-moi. Première notion, phare à comprendre dans les crypto-monnaies, c'est que longueur sur le marché supérieure à timing. Le timing, c'est quoi? C'est notre entrée dans les cryptos et notre sortie dans les cryptos. Ok. Je vais essayer de viser le top de Bitcoin, ok. J'ai peut-être réussi à sortir à 68 000. Le mec qui a réussi à se sortir à 68 000, l'ATH c'est 69 000. Il s'est fait sous-performer par le mec qui n'a pas vendu du bear market et qui est maintenant à 95 000. Il s'est fait sous-performer de 30%. Il s'est fait surperformer, pardon. Juste par le mec qui n'a pas vendu. Pourquoi? Parce que longueur sur le marché est supérieure à timing. Bitcoin, vous attendez 4 ans, vous êtes sûr d'être en profit. Il faut rester longtemps sur le marché. Votre stratégie doit être ancrée sur le fait de rester le plus longtemps possible sur le marché des crypto-monnaies. Tout est fait pour que les gens partent et restent. C'est le principe du cycle. Mais ceux qui restent très longtemps, et qui en plus ont des stratégies d'optimisation, évidemment, mais surtout ceux qui restent le plus longtemps, longueur sur le marché supérieure à timing. Ceux qui n'ont pas vendu, ils ont passé 3 ans, à se faire un peu... on s'est un peu foutu de leur gueule parce qu'ils n'ont pas vendu à 70 000, ils sont restés à 20 000. Maintenant, on est à 95 000, ils sont en profit. C'est fou, hein. C'est là que tu te dis que c'est pas si dur. Hein. Nous, on se met des nœuds au cerveau, mais il y a juste à attendre. Ensuite, il faut comprendre le cycle des crypto-monnaies. Comment fonctionne
l'ensemble du cycle bear market, bull run, et quelles sont les sous-phases. Les phases de halving, les phases de début de bear market, de fin fond de bear market, comment optimiser cette phase-là, début de bull run, halving, période d'accumulation, phase parabolique, etc. Essayez de diviser, je vous dirais, le bull run et le bear market en une dizaine de phases, je pense, à peu près, importantes à comprendre, et d'essayer d'optimiser à chaque fois chaque phase. Encore une fois, vue d'ensemble. On ouvre une nouvelle poupée russe, comprendre le halving et comprendre ses implications. Le halving, c'est la division des récompenses de blocs de Bitcoin par 2, mais c'est surtout un événement qui catalyse l'entièreté du marché des crypto-monnaies. Sauf qu'encore une fois, il y a trop de gens qui font des erreurs et qui croient que le halving égale un mois plus tard, Bitcoin explose. Et donc on a le halving, et un mois plus tard, Bitcoin fait rien, et il y a plein de gens qui viennent dire « Putain, mais en fait, cette fois, il n'y aura pas de bull run. » Erreur. Erreur de quoi? Erreur de compréhension. Ensuite, il faut comprendre la notion de rotation de la liquidité. Encore une fois, c'est des notions que j'aborde pas en détail ici, on fera peut-être des podcasts là-dessus. Rotation de la liquidité, c'est le fait que la liquidité arrive sur Bitcoin, Bitcoin monte, les gens font des gains, ils déversent la liquidité sur Ethereum, ils font des gains, ils déversent la liquidité sur les altcoins, ils font des gains, et il y a cette cascade de liquidité jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien, pour plein de raisons. C'est vraiment la même notion qu'un barrage dans la mer. Vous mettez un barrage dans la mer, quand vous lâchez le barrage, l'eau se déverse dans la mer, la petite rivière au fond pour l'instant n'a rien, le temps que la liquidité arrive, puis elle arrive dans les fleuves, puis dans les rivières, puis dans les ruisseaux, etc. Ouais, je m'y connais en embouchure, j'ai pas de mots de vocabulaire, je voulais faire des vannes mais j'ai rien. Ensuite, il faut comprendre la notion de narratif, donc de secteurs qui vont absorber la liquidité, et ensuite, seulement maintenant, j'irai comprendre le fonctionnement des crypto-monnaies. Regardez des articles, regardez des vidéos de compréhension, etc. Longueur sur le marché supérieure à timing. Cycle des crypto-monnaies, halving et implication, rotation de la liquidité, notion de narratif, et ensuite, qu'est-ce que Solana, qu'est-ce qu'Ethereum, qu'est-ce que NIR, qu'est-ce que Aptos, qu'est-ce que SEI, tout ce que vous voulez. Voilà globalement ce que je ferais si je recommençais la crypto de zéro. Vous voyez que c'est pas spécialement dur, mais en fait, les connaissances que j'ai accumulées, elles me permettent surtout de me créer une ligne directrice. Et justement, quand vous n'avez pas de ligne directrice, peu importe le sujet, mettez-vous des règles. Qu'est-ce que... y a quoi comme... Genre, je veux apprendre à jouer de la guitare. Aucune notion de guitare, j'ai fait un peu de solfège quand j'étais petit, mais rien de fou. Ben, je peux essayer d'apprendre un peu dans le vide, de regarder des tutos random et de voguer de vidéo en vidéo. Ou ce que je peux aussi essayer de faire, c'est de me mettre des règles. Je ferai 10 minutes de guitare sur les accords de base. Enfin, tous les jours. Ok. Je vais me concentrer sur une musique pour l'instant que je vais essayer de mettre en place. Ok. Ça me crée des règles, ça me crée un chemin. C'est pas le chemin optimal, mais en fait, on s'en fout. Parce qu'il n'y a pas de chemin optimal quand on commence. C'est le mec qui veut commencer le foot et qui veut juste faire des frappes. Bah ouais, mais apprends déjà à faire des passes, tu vois. Il n'y a pas de chemin optimal. Et le problème de ça, c'est que quand je vous le dis, ça paraît très très basique. Mais la plupart des gens font tout à l'envers. C'est-à-dire qu'ils commencent par apprendre les cryptos et apprendre leur fonctionnement. Donc on se retrouve avec des gens qui ont à moitié compris la technologie, mais qui n'ont aucune idée de comment développer une thèse d'investissement, une stratégie de prise de profit, un profil d'investisseur, et qui ne comprennent absolument rien au mécanisme de rotation de la liquidité de cycle des crypto-monnaies. Mais par contre, ils savent que Ethereum est en proof of stake et que ils ont mis en place le proto-donk sharding qui permet d'utiliser des blobs pour intégrer les packs de données. Donc ils se sentent hyper intelligents. Mais en investissement, ils sont catastrophiques. Et du coup, ils se voilent la face et ils disent qu'ils sont là pour la tech alors que tout le monde est là pour l'investissement. Ce qui est très drôle. Et le truc, c'est que ces gens comprennent des éléments de la tech, donc ils ont l'impression d'être bons. Et en plus, il y a plein de sous-réseaux, c'est un puissant fond la technologie, c'est parce que on va découvrir des nouveaux projets tech, on va découvrir des updates, on va découvrir toujours un peu plus de compréhension. Alors qu'en vrai, ces gens, ils sont pas bons. Ce ne sont pas des bons investisseurs, ce sont des personnes qui ont compris l'intérêt d'une technologie. Ok. Et je dis ça parce que c'est exactement ce que j'étais il y a quelques années. J'ai fait cette erreur-là. J'ai cru qu'il fallait paraître intelligent pour ensuite être bon en investissement, mais non. En crypto, savoir investir supérieur à comprendre. J'ai eu une période où je faisais des paris sportifs. J'essayais de professionnaliser un peu ça et tout. Je faisais des calculs d'espérance, de cote, etc. En plus, je suis beaucoup le sport. Spoiler, ça n'a jamais trop marché.
Mais en fait, pourquoi je vous dis ça, c'est parce que en paris sportif, t'as deux types de personnes en général. T'as le mec qui connaît absolument rien au sport, qui va juste avoir une approche d'investisseur, avec une gestion de bankroll, il va mettre un certain pourcentage, il va faire des calculs de cotes, il va regarder les statistiques, ok, cette équipe là, ça fait tant de fois qu'elle a pas pris de but, donc je vais mettre qu'elle va prendre moins de 2 buts au prochain match, et il joue comme ça. Mais il connaît rien, il connaît pas les joueurs, il peut pas te citer un joueur, ok. Et de l'autre côté, dans les paris sportifs, on le connaît tous, ce mec qui suit tous les matchs, mais qui a aucune gestion de son argent. On l'a tous, ce pote. En vrai. Moi, j'en ai un qui se reconnaîtra peut-être s'il écoute ça. C'est qu'en gros, le mec, il va te dire ouais, j'ai fait 400 euros là, sur le dernier match, j'ai mis 200 balles. Putain, j'ai eu chaud, ils ont marqué à la 90e, sinon je perdais 200 balles. Et le lendemain, il va te dire putain, mais j'ai tout perdu parce que ils ont marqué à la 90e et j'ai perdu. Et en fait, le mec qui suit tous les matchs mais qui a aucune gestion de l'argent se fait détruire, alors que le mec qui ne connaît rien au foot, enfin au sport dans lequel il parie, mais qui a une bonne gestion de son argent, va peut-être potentiellement avoir la possibilité de faire des gains. Alors qu'il connaît rien sur le domaine. Rien, il a jamais touché un ballon, il connaît pas un joueur, il connaît pas une équipe, rien. Alors que l'autre, il regarde les conférences de presse, il regarde les matchs, il regarde les résumés et tout, mais il se fait défoncer. En crypto, c'est exactement pareil. Ne soyez pas ce mec qui suit tous les matchs, mais qui n'a aucune gestion de son argent. Structurez-vous un socle d'investissement, et autour de ce socle d'investissement, rajoutez des cordes à votre arc, et rajoutez des lignes de compréhension, mais créez-vous l'arc à la base. D'accord ? Le mec qui a juste la corde, il va pas pouvoir tirer une seule flèche. Le mec qui se crée l'arc, il va pouvoir ensuite mettre plein de cordes et tirer plein de flèches. C'était la métaphore Robin des Bois pour terminer. Je crois que Robin des Bois n'a pas d'arc, d'ailleurs. J'ai appris ça il y a pas longtemps. Bref. J'espère que ce podcast vous aura plu. Voilà ce que je ferais si je recommençais la crypto de zéro. Merci beaucoup d'avoir écouté. J'espère que vous avez passé un très bon moment. Si ce n'est pas déjà fait, vous pouvez vous abonner et mettre 5 étoiles sur les plateformes de podcast, Spotify, Apple Podcast, Deezer, etc. Ça me ferait vraiment très très plaisir. Je compte sur vous vraiment. On se bute en ce moment pour vous proposer le plus de contenu possible, de qualité, etc. La seule façon de nous le rendre, elle est très simple et c'est ça qui est cool, c'est de juste vous abonner. Merci beaucoup. Je vous souhaite une bonne semaine. C'était Lovig. Prenez soin de vous.